Je m'appelle Sylvane Hirsch, pour ceux qui n'ont pas encore entendu mon nom, et je suis avec Sabrina Moisin. Bonjour, Université de Sherbrooke, professeure en didactique de l'histoire et de l'éducation à la citoyenneté. Voilà, et peut-être que vous avez déjà vu nos noms ensemble, parce qu'on travaille beaucoup sur des projets communs en interdisciplinarité, où on l'espère que ça peut vous inspirer à un travail d'interdisciplinarité avec des enseignants d'histoire. Il y en a parmi vous aussi qui sont formés à la fois histoire et CCQ, donc ça peut vous aider. Mais évidemment qu'on peut aussi faire travailler avec nos outils de façon distincte en histoire ou en CCQ. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'est plutôt une réflexion sur l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui est brève histoire des communautés. Puis là, on a plusieurs communautés. On a les communautés juives, les communautés arabes et musulmanes et les communautés noires qui n'est pas encore tout à fait prêt dans sa nouvelle version, mais qui s'en vient. Et donc, ces guides-là sont des guides, c'est des outils où il y a beaucoup de contenu. Voilà. Beaucoup de contenu, mais quand même pas tant que ça non plus. Dans le sens où ça, c'est des cahiers de contenu, mais on a préparé avec ces cahiers-là aussi une réflexion sur comment enseigner sur ces contenus et même des activités clés en main pour CCQ aujourd'hui. Vous pourrez voir aussi, si ça vous intéresse, les activités en histoire par la suite. Donc c'est ça notre plan pour aujourd'hui. On vous le dit tout de suite, on pourra mettre les plans. C'est génial. On vous dit tout de suite, on a donc un plan un peu chargé pour 1h30. On compte. Alors, on va peut-être sauter des étapes. Dans les exemples qu'on vous a préparés, il y a 5 exercices. Peut-être qu'on fera juste 1 ou 2. Mais c'est pour vous aider à mieux comprendre l'approche et vous allez pouvoir explorer davantage, évidemment. Donc, notre plan, c'est d'abord de parler de façon plus large sur l'approche pour un enseignement inclusif des perspectives des communautés minoritaires. Donc, on va parler du fait que ce sont des thèmes sensibles, on va parler de l'approche de l'éducation antiraciste et on va vous parler de la multiperspectivité et comment amener cette multiperspectivité dans l'enseignement. Ça, ce sera première étape. Deuxième étape, on va vivre un exemple d'une activité qu'on a préparée pour le CCQ autour de la thématique vie collective publique. C'est vraiment bizarre, hein? Mais je vous dis tout de suite qu'on a d'autres activités pour d'autres thématiques autour de ces cahiers, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de contenus différents qu'on pourra aborder. Bouge le micro, ouais. C'est la batterie, peut-être prends celui-là. D'accord. Oh, wow. Donc, OK. Plus loin maintenant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'idée, ce n'est pas d'utiliser ces outils tout le temps dans tout ce que vous faites, évidemment, mais de pouvoir les faire à un moment important pour vous. Et finalement, évidemment, qu'on va prendre un petit moment pour discuter ensemble et réfléchir aux défis pédagogiques que cela peut amener dans vos pratiques. Parce qu'on ne va pas faire semblant qu'il n'y en a pas. Donc, c'est notre plan. Donc, préambule. Comment prendre en compte les différentes réalités et expériences au sein de la société québécoise? À vous. Comment vous pouvez, Sabrina va vous donner un micro qui fonctionne. Comment vous pouvez prendre en compte dans votre enseignement les réalités? Et il y a une main ou il se tire? Non, c'est une main. Ah, il faut un micro. Parce qu'en fait, on est filmé, alors pour les personnes qui vont voir l'enregistrement, c'est pas grave qu'ils ne voient pas les personnes, mais au moins qu'ils entendent les commentaires. Je pense que déjà faire du socio-constructivisme, ça va permettre à ce qu'il y ait plusieurs perspectives dans ton enseignement. Quand tu dis socio-constructivisme, peut-être juste élabore comment tu fais ça. Alors, créer une activité où est-ce que je leur donne un corridor de nage à ces étudiants-là, puis que quand la discussion va avoir lieu entre eux, ils vont pouvoir prendre en compte les perspectives de leurs collègues, parce qu'il va toujours avoir un moment de discussion et de partage dans l'activité. Ne pas croire que la totalité du savoir vient de moi. Exact. Et que j'ai
la totalité des expériences vécues que je les aurais. Super, merci. J'ai déjà entendu corridor de nage hier matin, on a entendu ça. Avant, je n'ai pas entendu cette expression. J'adore. D'autres idées? Comment on peut faire pour prendre en compte les différentes réalités? Je pense que de ne pas prendre en considération que tout le monde a les mêmes référents culturels, d'avoir peut-être une sensibilité que des fois, si je parle d'un sujet, que j'ai des élèves qui n'ont aucun référent dans ce que je dis. Donc, d'avoir du moins cette sensibilité-là. Ouais. Mais pas supposer des choses, hein? N'est-ce pas supposer qu'on fait tous partie d'un nous homogène, qui partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes histoires, les mêmes... D'autres idées? Ah, on a à nouveau une idée là-bas. Mais soyez à l'aise de partager avec nous, même si c'est avec un micro. Avoir volontairement des sujets qui vont montrer les différentes perspectives. Comme cette année en son R5, j'ai parlé de précarité menstruelle avec mes sons R5. Puis un étudiant, un garçon, qui s'est senti obligé de me dire que lui avait jamais vécu ça. C'est presque rassurant. On avait un autre commentaire par ici. Oui, ben moi aussi, je vais un peu dans ce sens-là, c'est d'aborder des sujets puis de donner la parole aux élèves pour qu'ils puissent nommer eux-mêmes les différences. Quand on parle de traditions, par exemple, de Noël ou des traditions du temps des fêtes, ben c'est de laisser la place aux élèves de nommer les différentes traditions pour que les autres puissent entendre. Puis laisser la place, hein, ça a l'air d'être c'est simple, on va laisser la place, mais c'est pas si évident que ça, hein, laisser la place à d'autres façons de voir. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Vous voyez que dans les réalités culturelles de CCQ, on a vraiment beaucoup de situations, de réalités culturelles où il y a place à faire place, oui, il y a place à faire place, j'adore, aux diversités, hein, si on parle au pluriel. Et c'est ça, souvent d'ailleurs avec des questions au pluriel justement que ça arrive. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur vie collective et espace public, comme je vous ai dit, mais toutes ces réalités culturelles peuvent être abordées. Je te laisse peut-être présenter la manière qu'on a préparé ça. Merci. Alors, on a en histoire la même réflexion de comment inclure différentes perspectives, différentes expériences historiques dans l'histoire du Québec et du Canada. Alors, vous pourrez faire le travail aussi de voir comment nos deux disciplines ou nos deux domaines sont complémentaires. Dans une première mouture de réflexion et de travail, on avait développé des guides aussi sur les communautés noires et juives. Puis on s'était vraiment concentré sur leur propre histoire, leur propre chronologie, avec des thématiques qui reprenaient par exemple l'histoire des migrations, l'histoire de l'organisation communautaire, la contribution de ces communautés-là à la société québécoise et les luttes pour les droits et libertés. Mais ces documents-là étaient vraiment disponibles avec plein d'informations, mais pas d'informations qui est si facile à rapatrier, notamment dans le cours d'histoire. Peut-être que ce serait plus simple dans le CCQ, mais en réfléchissant à nouveau sur la façon de faire, on a décidé de montrer comment, en fait, ces expériences historiques-là, ces perspectives-là, s'insèrent dans la trame historique québécoise qui est privilégiée à l'école, donc celle qu'on retrouve dans le programme d'histoire du Québec et du Canada. Et donc, on a pris les mêmes périodes historiques là, pour, par exemple, les communautés juives, c'est en bleu. Ça commence en 1608 jusqu'à 1760. C'est une période qui est prescrite au programme, qui s'intitule « L'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française ». Et là, on a ajouté un sous-titre « Présence juive en Nouvelle-France ». Donc, c'est là que commence l'histoire, l'expérience historique des communautés juives au Québec. Et pour chaque période historique, on a connecté l'expérience historique juive et leurs perspectives avec les grands événements de l'histoire nationale québécoise, canadienne, en connectant avec les grands concepts qui sont à étudier dans les programmes, de façon à montrer vraiment comment
l'histoire, finalement, a été vécue par ces communautés-là. Donc, on est moins parti de leur expérience et plus de voir comment, c'est quand même leur expérience, mais comment elle est vécue à travers le prisme de la trame narrative d'histoire du Québec et du Canada. Ça a ses inconvénients, cette approche-là, mais on a trouvé que c'était plus facile de le faire comme ça pour que ça soit inséré dans les cours de façon plus effective. Donc, un exemple, en fait, c'est ça ce que tu viens d'expliquer en histoire. Ce que ça veut dire en CCQ, plus spécifiquement, c'est que ça nous permet de penser les différentes manières qu'on peut contribuer à la société québécoise et à la citoyenneté québécoise. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans nos activités en CCQ. Ce n'est pas dire, je vais recommencer ma phrase pour la dire positivement, notre réflexion, c'est comment, en fait, ces communautés-là, au fur et à mesure de l'histoire, ont pu contribuer à la société québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce qu'à différents moments de l'histoire, il y a eu cette contribution. Donc, nous, quand on travaille là-dessus en CCQ, on ne fait pas un cours d'histoire, mais on s'intéresse à ce qui est arrivé dans l'histoire de ces communautés-là au Québec pour mieux comprendre la société des Québécoises d'aujourd'hui. J'ai envie de parler un peu de Pierre de Banet. Le personnage que vous voyez ici, c'est le premier Québécois d'origine arabe qui a été élu député. Il venait de la Gaspésie. C'est un grand professeur de la langue française et des régions du Québec. Donc, et c'était dans les années 1968, là, au moment où il rentre en politique. Donc, dans les années 60, au moment où on parle de biculturalisme, bilinguisme au Canada, il s'implique dans ce débat-là et il va faire des études là, sur le statut, la place du français dans le Canada. Et il va défendre les intérêts de la région là, de la Gaspésie. Donc, c'est quand même une contribution majeure qu'on peut donner en exemple aux élèves. Et puis, vous allez voir, c'est souvent de cette manière qu'on l'aborde. Donc, notre deuxième question maintenant, ça c'était l'introduction au guide. Comment proposer donc un enseignement inclusif de la diversité? Donc, pas un enseignement qui vise la diversité. C'est drôle, on peut faire un lien avec notre invité de ce matin. Hein? C'est penser à son petit rond mauve là. Comment on fait ça dans le vrai programme de CCQ, quand on ne parle pas des ronds rouges et ronds mauves, mais j'ai beaucoup aimé son explication sur cette question. Ça venait me chercher. Donc, première chose, je ne vais pas vous refaire la présentation sur les thèmes sensibles, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi, en fait, c'est important pour nous de rappeler qu'on sait que parler de la diversité, c'est un thème sensible. Pourquoi c'est un thème sensible, parler de la diversité? Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, ce matin, il nous a un peu parlé de ça, ou elle, en fait, je devrais dire, justement. Si je regarde avec nos 4 dimensions qu'on propose toujours d'analyser pourquoi les thèmes deviennent sensibles, donc une dimension éthique, sociale, politique et pédagogique, vous voyez un peu les réponses qu'on a à côté. Qu'est-ce qui fait que ça devient sensible dans les cas des... Pardon? On va à la question, pardon, pas la réponse. Je n'ai même pas compris de quoi tu parles. Donc, c'est les questions qu'on devrait se poser pour mieux comprendre pourquoi la diversité devient un thème sensible. Donc, par exemple, si on prend la dimension éthique, où on va parler plus de la question de valeurs et de représentation sociale de chacun de nous, quand on parle de diversité, de façon générale, on veut penser à comment intégrer cette diversité-là, leur faire place justement dans notre enseignement. Mais quelles sont les valeurs et les représentations sociales qui vont être abordées? Puis vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure, on ne partage pas tous et toutes les mêmes représentations sociales, par exemple, dans notre société. Ce qui fait que quand on réfléchit à cette question-là, on se prépare déjà à avoir une place à la diversité ou aux diversités. Et si on réfléchit à la dimension sociale, on est directement dans cette question de quel genre de diversité on va rencontrer dans ces cas. Une des choses qu'on dit à ce moment-là, c'est par exemple que les communautés minoritaires, on en a un peu parlé hier pour ceux qui étaient dans ma conférence, mais quand on regarde les autres, on a tendance à avoir une communauté monolithique, homogène. Eux autres sont comme ça,
Puis nous, on est vachement diversifiés, complexes. On a beaucoup d'idées, mais eux, ils sont tous pareils. Donc, quand on réfléchit à cette dimension sociale, c'est faire place aux diversités diverses, j'ai envie de dire, qui vont jouer ensemble autour de leur identité, en fait, qui vont permettre de chacun avoir une identité complexe. La question des dimensions politiques, quels sont les rapports de pouvoir qu'il y a entre les différentes communautés, et c'est souvent entre des communautés plus majoritaires et des communautés minoritaires. Ce n'est pas toujours les mêmes majorités et minorités qui se présentent, mais on a toujours ces rapports de pouvoir-là, comme on peut voir en sociologie ou en histoire. Puis dans les thèmes sensibles, on peut ici aussi insérer le rapport d'autorité ou le rapport de pouvoir entre la personne enseignante et les élèves, entre les élèves aussi. Il y a des rapports de pouvoir qui se jouent et qui méritent d'être réfléchis, surtout quand on aborde les enjeux des thèmes sensibles. Et surtout que c'est rare quand même que les personnes enseignantes font partie de ces mêmes minorités-là. C'est pas que ça n'existait pas. On peut se regarder entre nous, on voit qu'on est plusieurs personnes issues de différentes diversités, mais on est quand même minoritaires, justement. C'est quelque chose qui a des significations quand on parle de ces enjeux-là. Et que tout ça, ça nous amène évidemment aux dimensions pédagogiques, à la dimension pédagogique, où en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux pédagogiques auxquels on essaie justement de répondre. Et évidemment que ce n'est pas sans... On n'enlève pas tous les obstacles, mais on essaie de prévoir quelques-uns de ces obstacles pour y répondre. J'enchaîne. Donc, une autre approche qu'on emprunte dans nos travaux de recherche et aussi dans les travaux de recherche-développement, comme dans ces outils-là, c'est l'approche antiraciste. L'approche antiraciste qu'on inscrit vraiment dans la théorie critique de la race. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette théorie critique-là. Critical Race Theory en anglais, ça vient des États-Unis. C'est une théorie qui a été développée par des académiques noirs principalement et qui a été reprise par la suite par différents chercheurs de différents horizons et qui est maintenant implantée dans l'éducation, dans la réflexion et la recherche en éducation et dans les sciences sociales en général de façon assez importante et depuis quelques décennies. Alors, dans cette vision antiraciste de l'éducation, d'une part, on doit donc s'arrêter sur le terme race. Et ça, en français, c'est quand même, c'est difficile. On se fait dire depuis qu'on est tout petit, il y a une seule race d'humains. On n'utilise pas ça, le mot race en français. Ça n'existe pas, les races, chez les humains. Donc, ça, c'est vrai, biologiquement parlant. Mais socialement parlant, sociologiquement parlant, il y a le phénomène de racialisation qui existe et donc on fait de la race un objet sociologique. Et donc l'approche antiraciste est vraiment une approche qui est plus dans une optique sociologique. Donc c'est important de voir que le racisme, c'est une construction sociale, c'est un processus idéologique qui peut être étudié en soi. Donc, il y a ces caractéristiques, il y a ces manifestations, et ces manifestations-là sont observables dans l'idée, évidemment, là, d'arriver à être en mesure d'identifier le racisme quand on le constate dans une société. Et donc, le deuxième point, c'est que le racisme fait partie du système. Donc, c'est pas dans une approche antiraciste, on va moins s'intéresser à la dimension psychologique. Donc, la dimension individuelle, il y a des individus qui sont racistes, d'autres ne le sont pas. C'est moins ça qui nous intéresse que de vraiment étudier un système social, puis de voir comment le racisme est construit dans cette société-là, comment il s'exprime, comment il se manifeste à différents moments de l'histoire. Et on pourrait ajouter, nous, des racismes, là, parce que le racisme est différent selon qu'il touche une ou l'autre des communautés, ou alors si on se déplace dans le temps, dans l'histoire, il va changer aussi de caractéristiques de configuration. Dans l'approche antiraciste, et ça c'est une phrase d'Angela Davis qui dit « Il n'est pas suffisant de ne pas être raciste, il faut être antiraciste ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? C'est qu'évidemment, personne ne veut être raciste. Donc on l'écarte. Mais on peut dire « Mais moi, je contribue pas, je suis pas raciste et je m'arrête là. » Mais pour
qu'on arrive à une société où il n'y a plus de racisme, il faut être antiraciste. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de reconnaître les manifestations du racisme et de les éviter ou même de lutter contre elles en se donnant les outils pour le faire. Donc, si on devient un agent de changement, on travaille sur notre agentivité comme personne et tout le monde peut contribuer à cet objectif-là. Donc, c'est camper. Hein, l'approche antiraciste, c'est une approche engagée de l'éducation, comme toutes les autres approches d'ailleurs, mais il y en a qui le disent, il y en a qui le disent moins. Et ça nous oblige, cette approche-là, à réfléchir à notre positionnalité. C'est un terme qui vient de la recherche en éducation critique, la positionnalité, des études féministes, entre autres, mais aussi antiracistes, qui nous invite à réfléchir, dans le fond, à notre position dans la société. Qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi je pense ce que je pense? Quels sont les marqueurs de mon identité, de mon expérience de vie qui ont un impact sur ma représentation du monde, sur mes perspectives, sur les différents enjeux que vivent les gens dans ma société? Je suis une femme, je suis blanche, je suis francophone, je suis professeure d'université. C'est tous des éléments qui marquent ma vision du monde. Certains de ces marqueurs-là produisent des privilèges. Je jouis de plusieurs privilèges. Certains de ces marqueurs-là sont aussi des sources d'oppression. Comme tout le monde ici, on a des éléments, des marqueurs de notre identité qui font qu'on a vécu certaines formes d'oppression et certaines formes de privilèges. C'est normal. Le travail sur la positionnalité, c'est de réfléchir à ces éléments-là, puis à voir comment ils ont un impact sur notre représentation du monde. Bon, c'est là qu'on va donner les guides. Et en fait, on va vous donner... Ouais. Je vais parler à... Attends, je suis capable. Je suis capable de faire deux choses en même temps. Hein? C'est difficile. Ah. Non, non. Ah, la fermée était trop sage. Un par personne, mais d'une autre couleur dans la table. Donc, on avait une autre question ici. Excusez, j'ai plus de voix. Quand vous parlez de l'antiraciste, vous parlez donc, vous ne l'avez pas nommé, mais on parle de racisme systémique. Puis on est quand même avec un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique. Donc, comment est-ce qu'on joue avec ça? Parce que le mot est nulle part sur le programme, on n'est pas supposé en parler, mais c'est ça. Ouais. On n'est pas obligé de le nommer spécifiquement si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, mais d'en faire un objet d'étude, ça, c'est quand même pertinent si on étudie le racisme. Et ça, c'est un des concepts que vous avez dans votre programme. Alors, c'est certain qu'avec une approche comme celle-ci, ça permet vraiment de montrer comment le racisme, oui, c'est quelque chose de psychologique, mais ça, c'est moins un problème, puis ça nous concerne moins dans le sens où c'est des individus. C'est un problème aussi, là, désolée pour dire que c'est moins un problème, mais c'est un problème qui nous concerne moins à l'école ou sur lequel on a moins de prise. Mais le racisme systémique ou le racisme du système ou institutionnel, il y a d'autres façons de le nommer. Dès qu'on s'intéresse à comment le racisme est construit, comment il est diffusé dans la société, qui le diffuse, qui en profite, il concerne qui? Parce que le discours raciste nous parle davantage de ceux qui le construisent, qui l'utilisent puis qui en profitent, que des personnes qui en sont les victimes. En fait, ces personnes-là, souvent, il n'y a aucun réel là, dans le discours raciste qui les concerne. Donc, on en arriverait peut-être à faire en sorte que les élèves soient capables de voir qu'il y a du racisme systémique au Québec. Et c'est un objet d'étude en soi. Je pense que c'est quand même un passage obligé. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut être non raciste? Est-ce que c'est suffisant d'être non raciste si on constate que la société dans laquelle on vit génère de l'oppression en lien avec le racisme et qu'il y a des leviers qui existent pour lutter contre cette oppression-là? Mais il y avait Lynn aussi. Alors, suite à la question, dans le programme, j'ai eu le réflexe après le commentaire. Je dis pourtant, c'est un concept au programme, mais c'est discrimination systémique qui est. On joue sur les mots là ici.
Mais bon, ça satisfait les... c'est ça. Mais, ouais. Une des thématiques des guides dans lesquels que vous avez sur votre table, les luttes pour les droits et libertés qui ont été menées par les groupes minoritaires au Québec et qui ont mené la société québécoise, par exemple, à adopter la Charte pour les droits et libertés. Les communautés juives vont jouer un rôle majeur dans le développement de cette charte-là. On voit rarement ça dans les livres d'histoire. Même chose pour le syndicalisme. Hein, les droits des travailleurs, ça a été beaucoup codifié grâce aux manifestations qui avaient été organisées par les Juifs qui venaient d'Europe de l'Est et qui avaient cette expérience bundiste syndicaliste. Et donc, l'idée, c'est pas de dire c'est une société blanche, du coup, elle est raciste. L'idée, c'est de voir en face c'est quoi la société dans laquelle on vit. Il y a des gens qui vivent des privilèges, oui, mais c'est pas ça tant. L'idée, c'est de voir comment le racisme se vit, quelles sont les institutions, tu sais. Si on regarde des statistiques, c'est pas vrai que tout le monde a accès à l'emploi, au logement de la même façon. Il y a du profilage racial, il y a des statistiques, il y a des données, et on va rien, tu sais, on doit l'étudier. Vous êtes en sociologie, ça fait partie des objets d'étude, et peut-être qu'on ne va pas aller si loin, mais si vous taisez cette réalité-là devant vos élèves qui vivent l'effet du racisme, ça va créer plus de conflits dans la société. Ouais. Mais on ne va pas t'entendre si tu n'as pas le micro. Mais moi, je voulais juste rajouter là-dessus, je pense que c'est vraiment important de dire, notre objectif, c'est de ne pas dire la société québécoise est une société raciste, donc on doit étudier les minorités. Ce qu'on dit, c'est que la société québécoise est une société plurielle, où il y a différents rapports de pouvoir qui traversent les différentes relations entre les individus, entre les personnes, entre les groupes. Ça, c'est encore, c'est dit presque comme ça dans le programme en plus. Donc, on le reconnaît. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ce guide? On essaie de remettre place, de redonner place, hein, quelqu'un l'a dit, hein, faire place à aux expériences des autres. Puis, si tu regardes dans les guides, les contenus, c'est un contenu extrêmement positif. C'est-à-dire que comment ces gens-là s'installent au Québec, comment ces gens-là se développent, leur communauté se développe au Québec, comment en fait, ils contribuent à la société québécoise. Donc en fait, à aucun moment, ou presque, il y a des extraits où effectivement on va parler de discrimination parce qu'ils ont vécu de discrimination, mais ce sont des extraits assez courts. Finalement, ce qu'on vous a montré au départ, ce qu'on raconte, c'est l'histoire de ces communautés-là à travers l'histoire du Québec, qui donc finalement se parlent ensemble, ces histoires-là, et font qu'on contribue de diverses manières au succès de la société québécoise, comme les chartes des droits et libertés, mais aussi ça crée des tensions. Ça crée des moments de tension, ça crée des situations de tension qui perdurent dans le temps et qui sont reproduites d'une génération à une autre. On voit aussi dans les guides, on voit des extraits des personnes avec qui on a parlé pendant la dernière année, donc des personnes issues de ces communautés-là qui ont grandi au Québec, qui ont été dans le système scolaire québécois, et comment eux, ces personnes-là, elles, ont eu, c'est quoi les rapports qu'ils avaient avec l'histoire, avec la société, qu'est-ce qu'ils ont appris sur cette société-là, sur leur communauté comme membres de cette société. Et c'est extrêmement intéressant de leur donner cette voix-là. Voici comment moi, une personne issue d'une minorité, me reconnaît ou pas. On en a dans les extraits des personnes qui se reconnaissent entièrement dans cette société-là, puis il y en a qui disent « Ah ben moi, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus des choses que je connais, de mes références. » Donc, on voit justement cette diversité aussi de façons de réagir. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout, et ce n'est pas du tout l'outil qu'on vous propose, c'est de ne pas dire on doit parler du racisme. Ce n'est pas le sujet, hein. Je vous rappelle, on parle de vie. Mais notre approche est antiraciste. C'est-à-dire que dans notre approche, on veut intégrer, on veut faire ces étapes-là. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on contribue à une approche antiraciste sans pour autant que ce soit le seul sujet dont on parle, au contraire. Donc c'est un peu la réponse. En fait, c'est cette question-là qui nous amène à réagir, à faire cette approche de cette façon.
Et pour ce faire, on voit l'inclusion des perspectives des différents groupes comme un processus de votre part comme de la part des élèves, c'est-à-dire que certaines personnes ici présentes sont peut-être moins à l'aise avec l'idée d'inclure les perspectives et on peut y aller progressivement. Et il y a toute une typologie qui existe là, sur la construction de curriculum qui soit inclusif. Donc, on peut commencer simplement par ajouter des contenus. On peut prendre la brève histoire des communautés arabes et musulmanes et ajouter du contenu qu'on retrouve là-dedans. On en apprend davantage sur ces communautés-là, sur leur histoire, sur leur perspective. Et en soi, on vient de faire un pas dans une approche qui est plus inclusive. On peut aussi prendre le même document, puis aller vers les expériences et perspectives de façon plus spécifique. Donc là, oui, on apprend sur les grands mouvements migratoires, l'identité des personnes qui arrivent, par exemple, dans des communautés arabes, mais on peut aussi apprendre par leur voix. Donc, on a des extraits d'entrevues qui sont dans le document, mais on pourrait aller chercher, on peut inviter des gens dans la classe, on peut aller chercher des documentaires, regarder un film qui présente ces perspectives-là. Donc là, on a fait un pas de... Puis, on a appris sur et par la voix de ces gens-là, donc avec eux. Il y a une troisième étape, si on veut aller encore un peu plus loin, qu'on appelle la transformation, qui est la transformation surtout de soi-même et de sa propre représentation du monde, soi-même comme personne enseignante ou comme élève, où là, on en apprend encore sur et par un groupe, mais où on est amené comme personne à réfléchir sur notre propre rapport au monde et à cette histoire-là. Est-ce que le fait d'apprendre cette histoire, le fait de voir la société à travers les yeux d'autres groupes, à travers d'autres perspectives, comment ça nous transforme, comment ça transforme notre propre compréhension de notre société, de notre rôle dans cette société-là, de nos interactions avec les autres. Donc, on est vraiment dans une étape plus transformative. Et la dernière étape qu'on appelle, en anglais, ils disent « empowerment ». C'est un mot que j'aime beaucoup, moi, mais qui est difficile à traduire en français. La meilleure traduction, semble-t-il, serait « autonomisation », qui vient de la philo-politique, qui est donc, mais c'est quand même la même idée, donc d'avoir du pouvoir. Ça veut dire ça, être en mesure de reconnaître comment contribuer dans notre société, par quel levier on peut agir pour transformer la société pour plus de justice sociale dans ce monde-là. Mais si on a fait tout le processus, on est en mesure d'identifier des enjeux sociaux. On est en mesure de comprendre que ces enjeux-là, ils sont vécus et perçus différemment par les différents acteurs sociaux, que nous-mêmes, on a une perspective qui est du coup incomplète et partiale. Et donc, dans une société démocratique, ça nous oblige ça à envisager la complexité des solutions pour des enjeux complexes. Donc, l'idée, c'est pas de sortir dans la rue, d'aller manifester puis de changer quelque chose à court terme. C'est de comprendre qu'en démocratie, on va envisager les enjeux en essayant de considérer les perspectives du plus de gens possible. On trouve des solutions qui sont adaptées pour le plus grand nombre aussi. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? C'est bon. Super. Alors, parce qu'on aimerait bien, en fait, essayer une activité pour qu'on vous voyez un peu comment on fait ça pour qu'après, on puisse y réfléchir. Parce que là, encore une fois, ce sont des grands concepts, mais on essaie de les mettre en place. Donc, dans l'activité que nous avons préparée avec Laurie Dubois-Tonguet, d'ailleurs, qui n'est pas ici avec nous, qui est enseignante en CCQ et qui a travaillé avec nous sur ce projet. En fait, la question, nous, on a intégré la réflexion dans cette première activité-là, dans vie collective et espace public, comme je vous ai dit. Puis, la question qu'on a posée, c'était comment les personnes issues de différentes communautés minoritaires au Québec exercent-elles leur citoyenneté dans les espaces publics? Donc, vous comprenez que c'est une question très large, finalement, qui permet d'aller
documenter, d'abord observer, voir quelles sont les choses que les gens font finalement, pour après réfléchir sur qu'est-ce que ça peut avoir comme signification pour ces gens-là. Évidemment que dans l'activité, on va s'arrêter à expliquer c'est quoi les espaces publics. On va avoir tout un PowerPoint clé en main à vous partager pour mettre en place ces activités. Là, vous avez un extrême, il y a un guide pour l'enseignant, il y a un cahier pour l'élève. Donc, vous allez pouvoir vraiment recevoir le tout et les mettre en pratique en classe, ou couper des morceaux si c'est trop, ou ajouter au besoin. Là, je ne sais plus si on a... je vais mettre quand même qui écoute Webster. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre la petite vidéo, s'il vous plaît? Donc, juste avant, je m'excuse, avant que vous faites play. Donc, on a dit c'est vraiment important pour nous de donner la voix, de redonner ou de refaire place finalement à la voix à différentes personnes issues de différentes communautés. Puis il y a différentes façons évidemment de le faire. Il y a des extraits dans les guides, dans les cahiers, mais on est allé aussi chercher d'autres ressources, des chansons, des petites vidéos, et on a trouvé cet extrait où Webster nous parle de comment on fait être citoyen. C'est quoi, qu'est-ce que je fais pour, c'est quoi mes gestes citoyens que j'ai envie de partager. D'ailleurs, quand j'ai posé la question à mes étudiants et étudiantes, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour être citoyen, ils ne savaient pas trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était difficile. Alors, c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour devenir, pour faire cette citoyenneté-là. Donc, la vidéo. Je pense qu'il faut juste cliquer à... Voilà. Bonjour, je m'appelle Aline Diaye, alias Webster, et je suis un artiste hip-hop. Il y en a plusieurs, mais entre autres, je dirais l'éducation. De mieux faire connaître cette histoire plurielle du Québec et du Canada, notamment, entre autres, ce en quoi je travaille, l'histoire de la présence afrodescendante et l'esclavage ici. Mon engagement citoyen s'articule de différentes manières. Je donnais des conférences. J'ai monté une visite guidée de la ville de Québec à ce sujet afin d'éduquer les gens sur les lieux. J'ai mis sur pied une exposition qui était au Musée national des beaux-arts du Québec à propos des esclaves en fuite. J'ai publié un livre cette année qui s'appelle Le grain de sable à propos d'Olivier le Jeune, le premier esclave ici. Garde les rêves pour quand tu dors. Pense en termes d'objectifs. Un objectif est beaucoup plus concret qu'un rêve. Et donc, dans un objectif, il y a des moyens de l'atteindre. Et le GIC est un de ces moyens-là. Le GIC est un organisme qui permet aux jeunes d'ici d'entreprendre des projets. Ça permet à leur développement professionnel et personnel aussi. Ça permet à des jeunes qui ont envie de faire du volontariat, que ce soit au Québec, au Canada, à l'extérieur du monde, et qui est appuyé par le GIC. Le GIC m'a permis de réaliser un projet, entre autres, en 2015, où le GIC a financé une partie de mon billet d'avion pour participer au sommet de la francophonie de Liège, en Belgique. À Liège, j'ai rencontré des membres de la délégation du Québec à Tokyo, ce qui m'a permis de pouvoir aller au Japon. Donc, grâce à le GIC, j'ai pu me produire en Belgique et au Japon. C'est quand les personnes décident de venir et de s'intégrer aux communautés et apprendre des communautés. Parce que souvent, il y a cette vision, cette approche de volontariat où les gens vont, mettons, en Afrique ou en Amérique du Sud pour vouloir montrer aux gens comment faire, comment cultiver, comment prendre soin des enfants. Et donc, pour moi, ça, c'est le volontariat négatif. Hein. Souvent, on appelle ça même le volontourisme. Hein. Il faut faire attention quand les gens partent dans d'autres pays comme ça, pour pas venir dans un esprit colonialiste et plutôt y aller dans un esprit de partage et d'apprentissage. Participe, fais-le. Tu penses à quelque chose, mets-le sur pied. Québec volontaire, c'est logique. Pour plus d'informations,
Inscris-toi à notre infolettre, à nos réseaux sociaux et visite notre site Internet. Ça, c'est le moment de la pub. Le programme Québec volontaire est mis C'est en bon. œuvre par le... Merci. Donc, bon, au moins, c'est de la pub pour de bonnes causes. Hein. Mais vous voyez donc une façon de mettre en place, faire place à une voix d'une personne issue des communautés minoritaires sans du tout les montrer comme une victime de rien du tout. Au contraire. Et donc, si vous tournez à la page 1 de votre exercice, est-ce que je vais direct... c'est génial comment ça marche bien, notre affaire, là. Voilà. J'adore. En fait, on a bien préparé. Là, on est tout le temps en train de stresser qu'on n'a pas assez de temps. Donc, vous voyez que la première question qu'on s'est posée dans cet exercice était sur les différentes sphères de la citoyenneté, donc quelque chose on veut travailler avec nos élèves. Et donc, comment, à partir de ces extraits, des extraits des guides que vous avez dans le cahier, dans les documents qui sont proposés, donc un dossier documentaire, finalement, dans les cahiers d'élèves, vous allez avoir des documents comme ça, les extraits, mais vous allez avoir aussi les cahiers. Donc, ils peuvent soit fouiller eux-mêmes, soit on peut les aider en leur proposant des documents. Mais vous voyez que notre idée ici, c'est donc de les amener à comprendre les différentes sphères de la citoyenneté, mais non pas à partir des expériences qu'ils connaissent déjà, qui sont proches d'eux, mais des expériences peut-être différentes de différentes personnes. Donc, par exemple, si je lis avec vous, est-ce que je l'ai mis là? Non, tu vois. Non, je pensais que j'avais mis les... Est-ce que j'ai mis les extraits? Ouais, mais je ne vais pas sauter jusque-là puis revenir. Non, ce sera un bordel. Donc, par exemple, pour la sphère légale, donc on va dire la citoyenneté est un statut légal. La citoyenneté implique l'attribution des droits et des responsabilités en matière de respect et des lois. Puis, on peut discuter différents exemples de leurs expériences, n'est-ce pas? Mais on peut aussi revenir sur les documents et voir différents exemples. Par exemple, je me dis beaucoup d'exemples, je m'excuse. Document 1, on dit, en dépit des politiques d'immigration et des conditions d'emploi défavorables, les membres des communautés arabes s'activent pour conserver leur langue et leur culture vivante. Les journaux El Al-Khamein et El Shebab, pilotés par Michel Zarbantani, j'ai une gardienne là, qui est arrivé au Canada en 1902, sont publiés au Québec en arabe, The Canadian Arab and The Voice, les sons en arabe et en anglais. Donc là, vous avez un exemple, en fait, pas de la même sphère, n'est-ce pas? Mais ce sera plus la sphère. Quelle sphère que ce sera pour vous? Vous pouvez crier la sphère. Ce sera la sphère sociale, moi je le mettrai aussi là-dedans, où il contribue effectivement à une création d'une communauté. Vous voyez, donc vous pouvez, je vais pas, parce que je vais vraiment nous laisser le temps de voir d'autres exemples, là, donc je ne continue pas plus avec cet exemple, où tu veux... les trois sphères, on pourra faire les trois sphères, d'accord. Bon, là on a fait les trois sphères, la sphère sociale, donc j'irai directement avec... un autre exemple ici où, est-ce que c'est le document 2 que je vais vous prendre? Oui, donc le document 2, ainsi en 1968, un premier député d'origine arabe, en plus Sabrina nous en a parlé, Pierre Embané, est élu au Canada, né des parents libanais à Haïfa en Israël. Il porte les couleurs du Parti libéral du Canada et représente la circonscription des Matane au Québec. En 1978, il devient ministre de l'approvisionnement et des services dans le gouvernement du Premier ministre Pierre Elliott Trudeau. Il occupera plusieurs postes de ministre pendant sa carrière de député et sera nommé sénateur en 1984. Donc là, vous avez la sphère politique tout à fait et que vous pouvez voir la définition. Donc, les élèves vont avoir accès à tout ça, évidemment. Donc, la citoyenneté est un statut politique. La citoyenneté et la citoyenne et les citoyens participent à la vie politique de la société. Ces derniers peuvent le faire par les votes, par l'implication politique ou pour l'intérêt porté dans les enjeux politiques, etc. Puis ça, par exemple, c'est vraiment des exemples qui sont riches pour les élèves, peu importe en fait leurs origines, vous comprenez? Donc c'est là qu'on donne une voix à d'autres personnes, d'autres communautés, sans pour autant les cibler comme
des communautés minoritaires. Je cherche juste à voir parce que je n'ai pas noté lesquels des parties. Donc, 4. Le document 4, donc les gens ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités, qu'ils soient citoyens canadiens de naissance ou par naturalisation. La citoyenneté canadienne peut donc être considérée comme la source d'un sentiment commun d'appartenance ou un signe d'allégeance au Canada. Pour ceux qui sont nés à l'étranger, l'obtention de la citoyenneté peut être le symbole de l'étape finale du processus migratoire, l'accès au processus électoral et la déclaration d'engagement à l'égard du Canada, leur pays d'adoption. Et ça, c'est un document, comme vous pouvez voir, qu'on est allé chercher des Statistiques Canada parce qu'on s'est rendu compte qu'avec nos étudiants, quand on leur pose la question, c'est quoi la citoyenneté, c'était ça la réponse. C'est-à-dire que la première chose à laquelle on pense, c'est juste la chose très officielle. Hein. Est-ce qu'il a le passeport ou il n'a pas le passeport? Mais ça fait partie de cette dimension de la citoyenneté, dans les sphères de la citoyenneté. Donc, après, on vous a mis la définition de la citoyenneté au programme CCQ. Et donc, vous voyez comment les choses se lient, en fait. Donc, on dit dans le programme, lien entre les individus et les communautés politiques organisées auxquelles ils appartiennent. La citoyenneté implique l'attribution des droits, donc civils, politiques et sociaux, ainsi que des obligations et des responsabilités, notamment en matière de participation et de respect des lois. Notamment. Donc, première étape, c'était la citoyenneté. Vous suivez, ça va, pas de questions, tout va bien. Deuxième exercice qu'on vous propose, qu'on peut faire à partir de tout ça, c'est la question donc d'espace public nommé dans ces extraits. Là, je ne vais pas passer... C'est la page 3, tout à fait. Et donc, vous avez... ben c'est là que je l'avais mis. Bon, ben je saute. Hein. Bon, l'espace public. Donc, dans la question d'espace public, ben, on a mis des extraits, puis on parle de différents types d'espace public. Comme je vous ai dit, on a préparé aussi un PowerPoint qui explique c'est quoi les espaces publics, et comment est-ce qu'on distingue un espace public d'un espace privé. Ça nous amène à penser, à remettre en question notre idée d'un espace public que nous, on a l'habitude qui s'est fait comme nous, on a l'habitude qui s'est fait. Okay? C'est un peu ça, c'est de dire, ben, il y a différentes façons de partager, de vivre dans l'espace public, et ça peut devenir des questions sensibles, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Donc, par exemple, hein, si je prends document 7, c'est ça, c'est celui qui est ici à droite. Plusieurs mosquées ouvrent ainsi leurs portes à partir des années 1980 dans le Centre culturel islamique de Québec en 1985. Une mosquée est fondée à Sherbrooke en 1993 et notre Rimouski en 2009. D'autres encore dans différentes villes du Québec comme Rouyn-Noranda en 2017 et Lévis en 2016. L'ouverture des lieux de culte ailleurs qu'à Montréal témoigne de la régionalisation de l'immigration et facilite la croissance des populations locales. Vous voyez comment on fait appel à ces concepts-là pour mieux comprendre, encore une fois, comment les communautés s'installent, finalement, dans leur milieu. Tu veux que je lise l'autre? Je vais lire l'autre. Je suis stressée dans le temps. OK, alors je lis aussi dans la page 3, le document d'avant, sur les communautés juives. En fait, on dit... ces immigrants juifs qui sont originaires de l'Europe orientale s'installent dans les environs du port et sur le plateau Mont-Royal, entre le boulevard Saint-Laurent et le parc Jeanne-Mance. On les appelle les downtowners. Ils fondent des commerces, proposent des activités culturelles en yiddish et publient dans cette langue. La croissance rapide de la communauté juive montréalaise alimente régulièrement les conflits entre eux et les membres les plus nantis de la communauté. Donc les uptowners, notamment installés à Westmount, majoritairement en des cultures britanniques. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à la fois comment ils s'installent sur l'espace public québécois, mais aussi qu'est-ce que ça fait dans la communauté qui devient de plus en plus plurielle. C'est là où on est rendu de parler des communautés juives, parce qu'il y a des gens qui arrivent de différentes origines et qui s'installent différemment, qui occupent l'espace de façon différente au fur et à mesure.
J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que si on étudie le racisme comme un phénomène social, ici, on ne parle pas des Blancs versus des Juifs, on parle des Juifs versus d'autres Juifs. Et le fait que certaines communautés juives sont arrivées assez tôt dans l'histoire du Québec, juste après la Nouvelle-France, même pendant la Nouvelle-France, mais surtout après la conquête, des Juifs qui étaient surtout britanniques, qui parlaient anglais très bien, dont l'anglais était souvent leur première langue, ou en tout cas une langue qu'ils maîtrisaient parfaitement bien. Ils partageaient les valeurs des communautés britanniques. Alors, ils sont arrivés sur le territoire québécois, ils se sont insérés dans le tissu social de l'époque de façon assez, je dirais pas facile, mais assez bien. Alors que au tournant du 20e siècle, quand d'autres vagues migratoires juives arrivent d'Europe de l'Est, suite aux pogroms qu'il y avait en Russie notamment et dans l'Europe de l'Est, ces Juifs-là qui arrivent, ils parlent le yiddish. Ils sont beaucoup plus pratiquants. Ils ont des valeurs très différentes des Juifs qui arrivaient de l'Empire britannique. Et donc, quand on les regarde dans la rue, on voit qu'ils sont Juifs, alors que ce n'était pas le cas pour les Juifs qui étaient arrivés avant. Et la communauté juive qui est bien implantée à Montréal voit ça d'un plus ou moins bon œil, de tout à coup devenir un centre d'intérêt, mais va quand même mettre en place des systèmes d'aide pour l'accueil des nouveaux arrivants, va les soutenir, va leur donner du travail dans leurs usines de textiles notamment. Donc, il va y avoir une solidarité, mais il va aussi y avoir des tensions importantes entre les groupes qui vont devoir aller s'installer ailleurs que dans les quartiers où vivent les membres des communautés qui sont là depuis plus longtemps. Donc, cette tension-là, la discrimination et le racisme, ce n'est pas propre à un groupe en particulier. C'est vécu vraiment de façon beaucoup plus complexe que ça. Et les documents que vous avez entre les mains permettent de voir cette complexité. Puis en montrant cette complexité-là, ce qu'on voit aussi, c'est justement, encore une fois, la diversité ou les diversités au sein même de la diversité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre terme plus précis pour parler de ce terme, de ce type de discrimination intra-communautaire que racisme? Je ne sais pas si racisme, effectivement, c'est le meilleur terme à utiliser tout le temps, mais dans ce cas-là, si s'il y a un groupe de personnes qui viennent d'un endroit, qui visent d'autres personnes qui viennent d'un autre endroit, peu importe la religion, comme des personnes moins aptes à vivre en société avec eux, etc., il y a cette construction sociale-là qui est du racisme. C'est pas parce qu'ils sont de même religion qu'ils peuvent pas avoir des... Et il y a le phénomène de racialisation. Pour dire qu'il y a du racisme, il faut qu'il y ait le phénomène de racialisation. La racialisation, ça se fait pas seulement sur la couleur de la peau. Ça peut se faire sur le statut social, sur la culture, sur les valeurs, l'origine. Vraiment, en théorie, il y a beaucoup de marqueurs qui peuvent être à la source de la racialisation. Et il faut que ça produise une exclusion qui a des conséquences négatives. Ça, c'est la définition contemporaine du racisme, mais ça fonctionne à l'intérieur même d'une communauté. C'est super. Je me demande, tu sais, là, je projette en classe, je projette avec plus d'enseignants, puis le tweak, ou en tout cas de l'étendre, cette conception-là, me semble quelque chose de très pertinent et fécond, mais avant que ça passe dans la culture générale professionnelle enseignante et dans la culture générale tout court, je pense qu'on a des croûtes à manger parce que c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je dis en même temps, c'est pas de ça qu'on parle spécifiquement, c'est-à-dire que tu peux l'amener d'une autre manière. Là. Tu sais, c'est pas... Mais c'est vrai. Le troisième extrait qu'on voulait vous proposer, c'est en lien avec les institutions communes. Est-ce que j'ai mis une définition? Non, je n'ai pas mis une définition. Je retourne en arrière. Dans les processus en fait de travail avec les élèves, d'abord on va leur demander c'est quoi une institution commune.
qui est précisée à partir d'une définition à partir finalement du programme. Puis à ce moment-là, on va leur proposer justement donc ces documents qui permettent de voir différentes façons que des institutions deviennent communes, hein, parce que justement, c'est pas, et c'est ça qui devient intéressant, c'est pas forcément des institutions communes juste pour des communautés, mais ça peut l'être, les deux. Donc, on n'a pas écrit les mêmes, j'ai pas écrit. Donc, ouais, c'est ça. Donc, document 8, c'est celui qui est à gauche en haut, là. On dit, sur les communautés juives, avant l'adoption de la loi 101 en 1977, l'organisation de la société québécoise est alors encore divisée en fonction de l'appartenance religieuse dans bien des domaines. Et les Juifs ne sont pas admis dans les institutions catholiques ou protestantes. La communauté doit donc compenser pour ces exclusions. Puis un des exemples parfaits par rapport à ça, c'est les écoles. S'il y a aujourd'hui tant d'écoles juives au Québec, c'est parce que les Juifs n'étaient pas admis dans les écoles catholiques, parce qu'ils n'étaient ni francophones ni catholiques. Ils étaient admis dans les écoles protestantes, comme il disait, as a matter of grace. D'accord, ok, on va vous prendre, mais seulement parce qu'on est super gentils, pas parce que vous avez droit. Donc, ça crée, j'ai raccourci vraiment beaucoup l'histoire là, mais ça explique, cette exclusion-là va expliquer le fait qu'il y a beaucoup d'institutions juives qui sont spécifiques. Autre exemple très connu qu'on présente dans les guides, c'est l'hôpital juif, général juif. Et pourquoi qu'on l'appelle l'hôpital juif général, en fait? C'est parce que les Juifs n'étaient pas admis dans les autres hôpitaux comme travailleurs, en fait, comme médecins, comme infirmiers. Ils avaient des droits moyens comme patients, donc ils ont créé cet hôpital-là et ils l'ont appelé hôpital juif général, en disant dès le départ, ben, nous, on est juifs, mais on accueille tout le monde. Donc, il y a eu cette réflexion de, OK, on est exclu, puis on veut le faire autrement et être inclusif. Cette chose-là, cet élément-là est revenu, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ne sont pas trop jeunes pour s'en souvenir, mais en 2013, avec la Charte des valeurs, l'hôpital juif général était les premiers à dire, ben, chez nous, tous les signes religieux vont être toujours permis. C'est dans la définition même de notre hôpital, puis les gens ont beaucoup réagi à ça parce qu'on ne connaît pas cette histoire. Donc, on ne comprend pas les enjeux pour la communauté. Je pense que je vais sauter quand même plus vite parce qu'on n'aura pas le temps pour discuter. Donc, vous comprenez l'idée, hein? Puis je ne vais pas poursuivre. Avant de parler plus spécifiquement des obstacles, on voulait vous montrer cette petite vidéo d'un poème. C'est en anglais, je m'en excuse, je n'ai pas trouvé avec des sous-titres en français. Donc vous devez être très attentifs, mais c'est directement sur notre sujet. Pouvez-vous l'agrandir? The first day I realized I was black. It was 2000. We had just learned about blacks for the first time in second grade. At recess, all the white kids chased me into the wood chanting slave. My mother said I refused to come out for 3 hours. Said she thinks I was lost in the trees, but I just needed to be closer to my roots. As a woman, having a boyfriend is a battle. If 70% of us are abused in a lifetime, what is the number of men doing it? The answer is not one man running faster than light to complete a mission, and that is what leaves me sick. The second day I realized I was black was in a gas station. I only had 25 cents, so I searched what to spend it on. The cashier floated from aisle to aisle, eyes fixed on my hands. That was the first time I realized skin color was a crime. My body has become cause to write legislation, cause for ass smacks in the back of a class. My body has demanded everything except respect. I've been asked, what makes you feel unsafe? And I struggle not to yell. Everything. The third day I realized I was black was in an all-white cafeteria. I gathered my legs under me, made rockets of my feet, and approached a girl.
She told me she was not into my type of guy. I felt the words shoot daggers into my melanin. I have never wanted to disappear so bad. As a woman, I've learned to answer to everything except my name. Little lady is not said to mean equal, but to make sure I remember my place, I battle between wanting to own my body and accepting there's a 1 in 4 chance a man will lay claim to my skin, a plot of land for the taking. The last day I realized I was black was in an elevator in California. To the white woman that told me she knows what it feels like to be black because she grew up poor, I would tell you to think before you speak, but your mind has got to be bacteria infected. And any filter through that labyrinth of nothingness might be worse than no thought at all. There's a group of women going around the room sharing their personal definition of feminism. He is the only man in the room, and all of a sudden, the tone switches to destroying the patriarchy by annihilating all men. Do you know what it feels like to be black? To pop lock your way in and out of hugs, it is not a problem you want to sympathize. But to tell me you know my pain is to stab yourself in the leg because you saw me get shot. We have 2 different wounds, and looking at yours does nothing to heal mine. Never will I turn away an ally. But when a man speaks on my behalf, that only proves my point. Movements are driven by passion, not by asserting yourself dominant by a world that already put you there. You speak to no pain, you only fathom because we told you it was there. You know nothing of silence until someone who cannot know your pain tells you how to fix it. Every day is a crucifixion, when there is no regards for lines crossed. I fight so my voice can be heard. I fight for the voices you silence, all in the name of what is right. The problem is you assume this struggle is attached to a social class. I am black and bold and beautiful by nature. Ain't no income that can change that. The problem with speaking up for each other Is that everyone is left without a voice. C'est bon, hein? Je l'aimais. Je suis bien contente que j'ai trouvé celle-là. En fait, je l'ai vu, je ne sais pas, peut-être parce que mon ordi m'a écouté, hein? Pendant que je préparais la présentation, je me suis dit, c'est vraiment fort quand même cette idée de rester sans voix. Parce que souvent, on parle de, est-ce qu'on devrait dire ceci, est-ce qu'on devrait dire cela? Puis c'est exactement cette idée qu'on vous a dit tout à l'heure, de laisser parler les personnes concernées. Ne pas parler pour. C'est un peu ça notre objectif avec ce guide, c'est de dire, on vous propose à la fois un regard sur cette histoire, donc on va mieux comprendre l'histoire, mais on va laisser place à la parole des personnes concernées pour entendre soit à travers l'histoire, donc à travers des extraits de documents historiques, à la fois à travers, et donc je ne sais pas si vous avez remarqué dans les cahiers, vous avez des encadrés en jaune pour les arabes ou musulmans et en bleu en bleu ou en orange? C'est en orange. Les extraits des personnes, oui, en orange dans le cahier bleu, ce sont les personnes, les personnes avec qui nous on a fait des entrevues pour leur parler de comment eux ils ont vécu leur apprentissage de l'histoire. Donc c'est différentes façons de faire parler. C'est quoi qui a fait ça? Hein? Là, c'était troublant. C'est ça. Donc, faire parler les autres, laisser la parole aux autres. C'est parce que vous vouliez y revenir? OK, c'est bon. Donc, ouais, c'est bon. Donc, ça, c'est laisser parler les personnes concernées. Chaque fois, je me dévance. J'explique tout, mais en fait, j'ai tout mis en photo. C'est génial. Hein? Donc, vous voyez, et ici, vous avez différents exemples. En haut, là, vous avez donc dans les cahiers sur les communautés arabes et musulmanes, vous voyez que on a donc l'extrait en jaune, mais aussi une petite présentation de cette personne-là. C'est qui nous parle, d'où elle vient. Donc, par exemple, on a, c'est vraiment petit, je suis incapable de lire. Lina est née au Québec alors que sa famille est issue de l'immigration maghrébine. Lors de leur arrivée, ses parents se sont installés dans un quartier tranquille de Montréal, proche des services où ils souhaitent s'intégrer le plus vite possible à la société québécoise. Passionnée par l'histoire du monde depuis ce temps, Lina étudie aujourd'hui les droits internationaux à l'université. Donc, le fait qu'elle fasse partie d'une communauté maghrébine, arabe, musulmane, c'est un élément de son identité. Puis elle nous dit, par rapport à ça, par rapport à l'histoire qu'elle a étudiée, elle dit, c'est très difficile d'avoir une seule histoire pour tous les Arabes et musulmans. Et même, au sein des Arabes, il faut aussi distinguer entre les chrétiens, les juifs, les musulmans qui n'ont pas eu la même histoire, bien qu'ils partagent certains moments clés. Donc, ce n'est pas une vision
encore une fois, ce n'est pas une vision qui cherche à dire à victimiser les personnes. Au contraire, hein, cherche à leur donner leur voix. J'en profite juste parce que je pense qu'on n'a pas dit, hein, vous avez vu qu'on appelle les guides des communautés arabes et musulmanes et pas arabo-musulmanes parce qu'on n'est pas toujours musulman quand on est arabe et on n'est pas toujours musulman. J'ai dit le contraire. My God. Arabe, on n'est pas toujours musulman quand on est arabe et on n'est pas toujours arabe musulman. On peut être arabe autre, on peut être arabe juif, arabe chrétien, arabe athée. Tout ça est possible. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est cette idée-là. Je ne rentre pas dans chacun des idées. Puis, on termine notre activité avec un extrait de Dany Laferrière. Et comme je vous ai dit, les guides sur les communautés noires n'est pas encore, en fait, les cahiers sur les communautés noires n'est pas encore prêt dans sa nouvelle version. Donc, mais nous, on avait quand même les contenus. Alors, on pouvait déjà l'intégrer dans les guides. Et donc, veux-tu lire l'extrait de Dany Laferrière? Pensez à Dany Laferrière qui... Où est la nouvelle génération? Comme elle est partout, on ne la voit pas. Fais pas parler d'elle. C'est parce qu'elle travaille. On verra un jour les fruits de ce labeur. En attendant, ces jeunes gens se faufilent dans la population, s'infiltrent dans tous les espaces qu'on veut bien leur laisser. Ou quelle perspective? Pas encore tout en haut de l'échelle, plus tout en bas. Ici, c'est leur société. C'est tout ce qu'ils savent de la vie et c'est aussi là qu'ils entendent faire leur vie. Ils sont déjà engagés dans la vie sociale et politique de ce pays. Ils voient des films, lisent les romans de jeunes écrivains qui partagent le même espace qu'eux, sans que ce soit la même couleur, vont au théâtre ou au concert, participent à la vie culturelle de leur société. Et là, ça serait bien d'avoir la référence. Là, c'est dans son roman, que j'oublie le nom, mais c'est un message à un jeune immigrant qui arrive au Québec, puis lui parle de cette société-là, puis des enjeux qu'il va vivre ici. Ouais. J'oublie aussi, évidemment, j'ai vu la référence au guide, mais pas à la référence. Mais ce qui est intéressant dans ces textes, qui est le dernier extrait de notre travail. Tout ce qu'on ne te dira pas. Là, il y a le prénom de la personne. Exact. Comment? Monroe? Mongo. Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. Exact. C'est un beau texte d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est dans la section 5, qui est dans la dernière page, la page 7, où on réfléchit à la participation citoyenne. Et en fait, on commence cette partie-là en invitant justement les élèves à réfléchir à partir des différents extraits qu'ils ont lus tout au long, comment on peut participer différemment dans la vie citoyenne au Québec. Mais on termine avec cet extrait-là pour rappeler que finalement, on participe tout le temps dans la vie citoyenne. On n'est pas obligé de tout le temps faire des choses extraordinaires. Hein? Quand je pose la question à mes étudiants, comment étiez-vous citoyen cette semaine et qu'ils sont incapables de me répondre, c'est pas parce qu'ils font rien. C'est parce qu'ils n'ont pas leur conception d'être citoyen, c'est que je suis allé voter. Mais ce n'est pas juste ça, être citoyen. Vous faites plein de choses dans votre vie qui font que vous contribuez régulièrement tout le temps à la vie citoyenne. Et en fait, pour moi, ça c'est un enjeu qui m'intéresse beaucoup en ce moment avec le programme CCQ, hein, cette idée qu'on doit réfléchir à l'engagement dans la vie citoyenne, mais on ne doit pas les envoyer à faire la manif, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça notre rôle. Alors, comment on fait ça? Comment on fait réfléchir aux jeunes à leur engagement dans la vie sociale, citoyenne de tous les jours? Et vu que cet extrait, je le trouve comme très inspirant, on a trouvé que c'était intéressant de ramener les jeunes à ça, de dire comment vous pouvez penser votre participation autrement en s'inspirant de plein de formes de participation différentes que vous avez pu voir pendant cette activité. Questions, commentaires, réflexions, ça va? Ils sont tous très tranquilles. On voit beaucoup même moi, je peux avoir l'idée de faire ça, d'aller sur ChatGPT, demander à ce qu'il écrit des histoires, des mises en situation qui incluent des perspectives, mais c'est jamais écrit par la personne qui a vraiment vécu ça. Puis je comprends que ça amène une complexité d'essayer de trouver des extraits d'une personne qui a vraiment dit ces mots-là, puis que ça s'insère
parfaitement bien dans l'activité qui a été imaginée. Puis je le vois à travers votre présentation, là, il doit y avoir des choses ici à éviter ou des faux pas. Est-ce que vous avez eu ces réflexions-là par rapport à créer du matériel de toute pièce? De quel genre d'extrait utiliser? Oui, ou, c'est ça. Ben, nous, on avait deux choses qui nous ont beaucoup aidés quand même. Premièrement, on est parti de l'histoire de ces communautés-là. Et quand on a construit notre première version des guides, on avait en fait beaucoup d'extraits avec ces communautés-là qu'on n'a même pas repris ici, tellement on avait des contenus qu'on a trouvés. Mais c'est effectivement beaucoup de travail, de recherche. Donc, première chose que je dirais, c'est que ça nécessite du temps. Et ça nécessite du temps qui est difficile des fois à orienter. Vers où je vais aller. Donc, je dirais, c'est pour ça que, en fait, notre souhait, c'est que ce soit plus facile à faire avec ces extraits-là. Mais je dirais, pour moi, c'est vraiment important. Puis il y a un jeune qui le dit, je pense, dans le guide des communautés juives, il dit, je ne sais plus en fait, ça me mélange, mais il y a un jeune qui dit exactement ça, c'est pas une question d'être victime de quoi que ce soit. C'est pour ça que je le répète aussi, c'est parce que ce jeune-là le dit, moi, je ne cherche pas à être victime, je vais juste parler, je veux juste qu'il y ait place à ce que je dis, ce que je fais. Donc c'est pour ça que des fois, on a parlé tout à l'heure des sur, par et pour. On peut parler sur les autres communautés, c'est toujours nous qui parlons de ces gens-là. On peut, mais laisser les parts, en fait, presque tout peut marcher. C'est-à-dire que si on voit des extraits des personnes qui jouent dans la société, qui font partie, en tout cas, dans cette optique-là d'engagement dans la société, ben, tous ces éléments contribuent à une autre façon, je pense, de voir notre société dans toute sa diversité. Puis ça fait peut-être un lien avec les défis, là, qui est un peu notre conclusion en même temps. C'est-à-dire que de parler, en fait, amener les perspectives par nous-mêmes, donc parler sur, il y a le danger, évidemment, de se tromper, de dire des choses qui ne sont pas vraies, d'essentialiser aussi, là, de faire comme si tout le monde avait vécu la chose de la même façon, puis pensait la même chose. Et d'un autre côté, en amenant la voix, ben ça aussi, ça s'étudie d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on a la perspective d'une personne, cette personne-là ne représente pas toute la communauté et peut-être non plus que ce qu'elle dit n'est pas tout à fait juste, historiquement, sociologiquement, peu importe. Donc, il faut toujours aussi exercer son esprit critique. Il faut toujours utiliser l'étude des perspectives pour développer l'esprit critique des élèves, puis leur aider à voir la complexité dans le monde dans lequel on vit, qui est très complexe, plutôt que de simplifier puis d'essentialiser les perspectives. Puis c'est un peu aussi en lien avec ce beau poème sur laisser se faire prendre la voix. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre trop de responsabilités. Il y a le risque de folkloriser, mais il ne faut pas non plus rendre les personnes qui viennent de différentes communautés comme responsables de représenter quoi que ce soit. C'est ça l'idée, cette idée de diversité, de perspectives, de pluralité de perspectives. C'est juste se dire il y a plus qu'une perspective. Il y en a plusieurs, puis on peut aller chercher plusieurs, mais ce sera tout aussi partiel parce qu'on on peut pas avoir toutes les perspectives de toutes les communautés, par exemple, concernées qui vivent au Québec dans une activité en CCQ. Mais le fait même de dire, il n'y en a pas juste une manière d'être citoyen, il y a plusieurs façons. On peut être citoyen, les personnes qui font partie des communautés minoritaires contribuent à la citoyenneté québécoise, à la société québécoise. Déjà, ça nous amène à avoir un peu une image différente de c'est qui les Québécois modèles. Modèle, pas dans le sens parfait, là, mais genre, quand on ferme nos yeux, on pense à une personne québécoise, on a quand même comme notre stéréotype en tête. C'est un peu défaire ce stéréotype-là, se dire, il y a finalement différentes personnes qui sont québécoises et qui ont ces expériences différentes-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir toutes les perspectives devant nous, ça veut dire qu'on doit savoir qu'il y a d'autres perspectives possibles. Et donc, en présentant quelques-unes, on s'ouvre à cette idée, possibilité.
D'autres questions, commentaires? Quelle serait votre réponse quand un élève au secondaire, c'est au secondaire, n'est-ce pas? Oui. Va vous poser la question pour le document 2. Pourquoi il est d'origine arabe? Il est né à Haïfa, puis en Israël. Or que le monsieur, il est né en 1938. Vous comprenez? Oui, alors c'est même pas est-ce très que compliqué. la personne, on va l'identifier par rapport à sa langue, à sa religion, à sa nationalité, ou bien à son pays de naissance? C'est une question qui va dire est-ce que c'est ce qu'on me donne, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est fondé sur quelle est la source du document? Ouais. Parce que c'est facile pour eux d'aller chercher sur Google, puis ils vont chercher la personne. Puis ce qui se trouve sur Google, puis ce qui se trouve dans le document n'est pas pareil. Puis est-ce qu'il va oser poser la question? Ou est-ce que quand il va aller à la maison, il va la poser à ses parents? Mais maman, mais pourquoi on m'a dit telle chose, puis ce n'est pas la vérité? C'est ça, c'est les sensibilités dont vous parlez. Oui, mais moi, je ne suis pas Comprenez? responsable de ce que l'élève me pose pas comme question. Moi, je suis responsable à créer l'espace dans lequel il va être à l'aise de me poser la question, d'abord. Donc, j'espère qu'il va me poser la question. Deuxièmement, quand il va me poser la question, je vais lui expliquer de mieux que je peux les contextes. Ici, ce qu'on a fait comme choix, étant donné qu'on ne voulait pas non plus, il y avait beaucoup d'enjeux de différentes origines, puis on ne voulait pas non plus supposer des choses sur les identités des personnes alors que ce n'est pas ça qui est écrit dans les textes. Ce qu'on sait des gens, c'est où ils sont nés. C'est vrai dans plusieurs, on avait plusieurs exemples comme ça dans les différentes communautés. Donc ce qu'on a fait, c'est dire où ces gens sont nés, puis c'est quoi leur identification, en fait, comment eux ils s'identifient. Et non pas... on n'a pas fait on n'a pas amené des conclusions, nous, sur ce qu'ils devraient être, mais ce qu'on sait d'eux. Puis, c'est sûr que la question de l'identité, bien là, dans ce cas-ci, c'est quand même assez simple. Puis, ça permet de parler du fait qu'il y a des Arabes en Israël, bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans cette thématique-là, mais c'est quelque chose qui c'est un fait, c'est ça. Il y a des Arabes israéliens. Lui, je pense, Pierre Debanné, de mémoire, là, ses parents étaient libanais, déménagés à Haïfa, où il est né, avant la création officielle de l'État d'Israël, mais sur le territoire donc, qui est aujourd'hui Israël. Ouais. Alors, c'est ça. Ça ouvre à cette discussion-là et c'est super intéressant. Il faut toujours garder cet esprit ouvert-là puis aller vers le dialogue. Ça fait partie des compétences à développer. Mais en même temps, ce n'est pas toujours la question pertinente. C'est-à-dire qu'il peut me poser la question, je peux répondre le mieux que je peux, mais ce n'est pas ça mon sujet ici. Alors, je peux aussi, on a droit, et ça c'est vrai pour tous ces thèmes sensibles d'ailleurs, on a toujours le droit de dire « je t'entends ». J'essaie de me répondre le mieux possible, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de ça. On pourra y revenir une autre fois. Et là, on se prépare comme il faut, puis on y répond. Mais c'est-à-dire que pas à chaque fois qu'un élève a une question un peu délicate, on peut s'attendre à certaines questions, puis des fois, on est surpris pareil. Hein? Donc, c'est ma réponse poche, à la poche. Ben moi, mon malaise aussi dans cette pratique, c'est quand c'est temps d'aborder justement la diversité religieuse. Aussi, là, je veux dire, ça fait plus partie du programme, mais quand même, ça fait partie de la culture. Y a-t-il une avenue que vous proposez pour aborder? Ben tout, dans le fond. Je veux dire, quand c'est temps d'aborder la prière, par exemple, dans les lieux publics, des fois, ça peut être quand même confrontant parce que, je veux dire, on parle de laïcité, mais j'ai l'impression que quand on parle de laïcité, ça offusque peut-être certaines personnes, autant dans la religion catholique qui considèrent que c'est inacceptable qu'on ait envie les crucifix dans les écoles, dans les classes, versus le fait qu'ils n'ont pas le droit de prier dans des lieux publics. Je trouve que je sais pas comment eux le vivent, puis on dirait que je suis pas sûre que je serais à l'aise d'aller en grand groupe. Peut-être qu'il y a du monde qui l'ont fait ici, qui ont eu ce genre de conversation-là avec les élèves, mais je ne l'ai pas fait encore parce que j'ai un peu peur. Ouais. En fait, ce genre de questions,
Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut éviter ces questions, mais le fait qu'on parle d'institutions publiques communes, on peut aussi se dire qu'il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on ne partage pas, il y a des choses autour desquelles il y a des tensions. Puis on parle très clairement dans les guides sur des situations qui sont des situations de tension. On parle, par exemple, de la Charte des valeurs de 2013, des situations de discrimination, de l'arrivée des chartes de droits et libertés. Donc, ce sont des moments où il y a eu des tensions qui ont été résolues. Dites-vous qu'on ne peut pas toujours les rassurer. C'est-à-dire que parfois, on va dire, ben, ça, c'est quelque chose autour duquel il y a un désaccord, il y a une tension dans la société, il y a des valeurs qui sont différentes, qui sont en conflit. Et en fait, c'est correct. En fait, il ne faut pas penser toujours qu'il faut éviter ces discussions-là parce que ça va amener au débat. Mais bien, si on comprend qu'il y a différentes perspectives sur cette question, ben déjà, on n'est pas dans il y a la vérité, exact, il y a la vérité et eux, ils ont tort. C'est qu'ils ont une autre perception, une autre façon de comprendre l'institution publique, par exemple, ou les lieux publics. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait ou pas? Ce sont des questions qui sont ouvertes. On ne prétend pas toujours avoir toutes les réponses, mais on prétend pouvoir créer l'espace pour discuter de ces questions. Et en créant l'espace, l'idée, c'est pas juste d'aller chercher l'opinion des élèves puis de confronter les différentes perspectives, mais vraiment de leur donner des outils pour réfléchir à la place de la religion, par exemple, dans l'espace public. Qu'est-ce qu'il y a comme code, comme réglementation, par exemple, dans la société québécoise? Comment ça a évolué? Pourquoi on a ça? On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais de ramener ça à un objet d'apprentissage, je pense que c'est une façon où tout le monde est gagnant. Puis en même temps, on laisse la place à la discussion sur cet objet-là, puis on n'est pas obligé de trancher à tout coup. Moi, le point qui est venu, c'est en classe, disons, on est avec des ados, on parle de certains sujets. En termes d'identité et de marqueurs identitaires, j'ai en mémoire là, des élèves qui me disaient « Oui, mais moi, je ne suis pas québécois. Moi, je suis canadien. » Ou « Moi, non. » Puis c'est la communauté d'origine qui va devenir le marqueur identitaire avec lequel le jeune va s'identifier en prenant une distance. Donc, tu sais, dans le langage, on manque souvent de mots, je trouve, en français, entre la technicalité de t'es immigrant reçu, t'es né ici, donc t'es donc canadien, québécois. Donc, il y a toute cette chose-là qui se rajoute à la complexité de l'identité plurielle et minoritaire. Éclairez-nous. Ben, encore une fois, tu dis éclairez-nous, mais non, mais dans le sens où tout ça est là. En fait, encore une fois, au risque de me répéter, l'idée, c'est effectivement d'amener cette complexité-là. Nous, ce qu'on prétend finalement, c'est qu'on peut avoir place, en fait, on peut avoir ces discussions autour de la complexité avec ces enjeux-là, si on les ramène justement en suivant ces règles-là, ces règles de base, de discussion justement, qui font qu'on va pas pouvoir faire place à différentes perspectives sans pour autant être d'accord autour de toutes ces perspectives et apprendre à être en désaccord pour vrai. Donc, pour ne pas se rendre jusqu'à Donald, apprendre à dire, ben moi, je suis en désaccord avec, ou je suis mal à l'aise avec ce que tu dis comme sur l'identité québécoise, par exemple. Je comprends que tu es mal à l'aise et je t'entends et je continue à faire autre chose à côté. Je suis pas, ça doit pas nous arrêter de réfléchir, d'en discuter. Ça doit nous amener à reconnaître cette façon de parler. Je pense qu'on a... Il est 3h03. Déjà dépassé, c'est ma marque de commerce de toujours être un peu en retard. Hein? C'est la pause. Merci. Mais merci. Merci tout le monde.